Aujourd'hui, on voyage dans le temps. On analyse le passé pour comprendre comment modéliser le futur jusqu'en 2100. Tout part d'un rapport publié il y a 50 ans, vendu à des millions d'exemplaires, traduit en plus de 25 langues et qui est plus que jamais d'actualité, le rapport Meadows. L'histoire commence en 1968. Un groupe d'une trentaine de personnes, qui comporte des scientifiques, des industriels, des économistes, se réunit pour comprendre la situation actuelle et les principales conséquences sur le futur de l'humanité. C'est la création du Club de Rome. Le club demande un rapport scientifique à une équipe de chercheurs de l'université du MIT qui vont mettre 4 ans avant de publier les résultats. Bon, il faut bien se rendre compte qu'en 1968, l'idée même de cette étude va complètement à contre-courant des idées de l'époque. La croissance se porte très bien depuis la Seconde Guerre mondiale, les énergies fossiles sont de plus en plus utilisées, l'impact de l'homme sur le changement climatique n'est pas encore clairement identifié, et le problème de la gestion des ressources n'intéresse pas grand monde. Présentation de l'équipe type des chercheurs. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous communiquer la liste des 23 joueurs. Vous avez tout d'abord Donella Meadows, qui est l'auteur principal du rapport, et son mari Denis Meadows, directeur du projet. L'équipe est complétée par Jürgen Randers qui s'intéresse aux effets de la pollution et William Behrens III qui s'intéresse aux ressources mondiales disponibles. Et enfin, le Club de Rome contacte aussi le professeur Jay Forrester qui est alors tout simplement le fondateur d'un nouveau domaine d'études, la dynamique des systèmes. Bon, si vous voulez, c'est donc un peu le codeur du groupe. Voilà pour l'équipe, maintenant regardons comment ils font pour construire leur modèle. On est tous d'accord, ça paraît très compliqué de modéliser l'avenir de l'humanité et surtout, on ne sait pas trop par où commencer. Mais l'équipe a une approche très rigoureuse, vraiment méthodique, et c'est là qu'intervient la dynamique des systèmes. Étape numéro 1, identifier les systèmes majeurs qui régissent l'évolution du monde. L'équipe en dénombre 5. Déjà, le système alimentaire, c'est-à-dire la production de nourriture. Ensuite, le système industriel, c'est-à-dire la production de biens et de services. La population, la pollution et enfin les ressources qui sont séparées en deux catégories. On a les ressources renouvelables comme l'eau, le stock de plantes et d'animaux et non renouvelables comme le gaz, le pétrole, le charbon ou les métaux comme le cuivre, l'acier, l'aluminium, etc. Étape numéro 2, identifier les paramètres qui ont un impact sur chacun de ces 5 systèmes. Prenons un exemple simple pour bien comprendre avec la population mondiale. Pour commencer, la population augmente bien sûr avec le nombre de naissances par an. C'est une boucle de rétroaction positive. On l'appelle comme ça non pas parce que c'est positif, mais parce que plus de l'un entraîne plus de l'autre. Lorsque la population augmente, le nombre de naissances augmente, donc la population totale augmente, etc. etc. Si c'était la seule boucle de rétroaction sur la population, alors le nombre d'habitants sur Terre augmenterait en flèche. Mais vous avez compris la suite, il y a une autre boucle de rétroaction, cette fois négative avec le nombre de morts par an. Plus la population augmente, plus le nombre de morts par an augmente. Et là, cette fois, la conséquence, c'est que la population diminue. Une boucle de rétroaction négative a donc tendance à faire revenir un système vers l'équilibre. Là, on a un schéma tout simple, mais il faut voir que pour être complet, il faut faire apparaître d'autres paramètres, comme la fertilité, qui a un impact sur le nombre de naissances, et l'espérance de vie, qui influe sur le nombre de morts. Voilà, on a modélisé de façon simple un des 5 systèmes du rapport, c'est-à-dire la population. Et on peut faire la même chose avec chacun des 4 autres systèmes. Par exemple, on regarde rapidement le système industriel et plus précisément le nombre de machines. On a une boucle de rétroaction positive avec l'investissement. En effet, plus on a de machines, plus on a de gains grâce au rendement, donc plus on peut réinvestir et ça augmente encore le nombre de machines. Et on a aussi une boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire que plus on a de machines, plus on en a qui deviennent défectueuses, ce qui diminue le nombre de machines. On a donc 2 paramètres qui ont un impact sur le nombre de machines. D'un côté, le taux d'investissement, et de l'autre, la durée de vie du matériel. Ok, donc on fait ça pour chacun des systèmes, mais ensuite, attention, ces systèmes ne sont pas du tout indépendants. Et donc maintenant, il faut identifier les relations entre eux. Tout est intriqué. Tout est lié. Ou selon les mots du rapport, la population ne peut croître sans nourriture. La production alimentaire est augmentée par la croissance du capital. Plus de capital nécessite plus de ressources, les ressources rejetées deviennent de la pollution, et la pollution interfère avec la croissance de la population et de la nourriture. Chaque système a un impact sur les autres systèmes et il faut donc prendre toutes les interactions en compte. C'est exactement ce que l'équipe a réalisé et on aboutit à un modèle du monde dans lequel on vit.
Oui, c'est très compliqué. On comprend mieux pourquoi ils ont mis 4 ans à écrire le rapport, surtout qu'on touche presque au but, mais pas tout à fait. Étape numéro 3, quantifier les interactions. Parce qu'une interaction, en fait, c'est pas juste un plus ou un moins. Il y en a de tout type. Par exemple, l'interaction la plus simple, c'est entre les naissances et le nombre d'habitants. C'est linéaire et immédiat. Une naissance en plus, alors la population augmente de plus 1. Mais il y a des interactions qui sont beaucoup moins évidentes. Quand la pollution augmente, l'espérance de vie diminue, oui, mais pas forcément instantanément et pas de façon linéaire parce qu'il peut y avoir des effets de seuil. C'est-à-dire que peut-être que si on dépasse un certain niveau de pollution, alors plein de conséquences s'enchaînent et le niveau de vie diminue d'un coup. Notre équipe décide donc de contacter des experts dans chaque domaine pour quantifier au mieux toutes les interactions. Et ils font aussi des tests pour s'assurer que l'évolution des dernières années est bien compatible avec leur modèle. Alors bien sûr, ils ont aussi des contraintes. La puissance de calcul des ordinateurs dans les années 70, ça avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et donc ils ont dû faire un modèle simplifié. Vous remarquez par exemple que tous les types de pollution sont regroupés en une seule variable. Ou encore qu'il n'y a que des moyennes mondiales. On ne fait pas une étude par région du monde ici. Finalement, c'est pas très grave. En fait, on cherche à comprendre les phénomènes clés, la forme des courbes de la pollution, de la population jusqu'en 2100, mais on ne cherche pas à dire qu'elles vont atteindre telle valeur à telle date. C'est bon, on a identifié les 5 systèmes, analysé puis quantifié leurs interactions. On peut donc passer à la partie la plus intéressante, les résultats. Pour obtenir les courbes de nos 5 systèmes jusqu'à 2100, c'est maintenant très simple. On met les 5 sur la ligne de départ, c'est-à-dire au niveau qu'on observe entre 1900 et 1970. On fait maintenant s'écouler le temps sur notre modèle et voici le résultat. Bon, le graphe est très moche, donc on va le pimper un peu. C'est le graphe s'il n'y a pas de changement politique, économique ou sociétal majeur dans les prochaines années. On a l'évolution entre 1900 et 2100 de nos 5 systèmes, c'est-à-dire les ressources non renouvelables, la production industrielle par habitant, la quantité de nourriture par habitant, la pollution et enfin le nombre d'habitants. Et petite remarque, l'équipe choisit de ne pas mettre d'échelle sur ce graphe parce que ce qui compte, c'est la forme globale des courbes. Et en fait, un futur qui suit ces courbes serait dramatique. Dans un premier temps, la nourriture, la production industrielle et la population continuent de monter en flèche. Mais ça a 2 conséquences majeures, la pollution augmente rapidement et les ressources, elles, diminuent très vite. Comme il y a trop de pollution et pas assez de ressources, l'effet en retour, c'est qu'on ne peut plus produire assez de biens et de nourriture par personne. Les courbes s'effondrent donc. Et au bout de quelques années, on paye les conséquences sur la population. Là, on voit des petites courbes de couleur, donc ça fait peut-être pas très peur. Mais il faut bien se rendre compte qu'on parle d'une baisse de la population de plusieurs milliards d'habitants. Chose qui bien sûr n'est pas arrivée de toute l'histoire de l'humanité. Et aussi, le niveau de vie moyen en 2100 serait plus bas qu'en 1900. Bon, mais si on trouve plus de ressources, c'est vrai qu'on trouve des gisements fossiles encore aujourd'hui. Et on peut aussi supposer qu'avec l'innovation technologique, on pourra utiliser ces ressources plus efficacement. Nos chercheurs ont tout prévu et ils ont produit 9 autres graphes en fonction des hypothèses. Voici par exemple l'évolution si on double les ressources. L'industrie peut alors se développer encore plus massivement et la pollution augmente en flèche jusqu'à même dépasser le cadre. Cette pollution a un énorme impact sur l'agriculture et la population diminue parce qu'on ne peut plus nourrir assez de personnes. Ok, mais si on change dès 1970, est-ce qu'il existe une organisation de la société, des mesures politiques à mettre en place dès les années 70 pour que les courbes se stabilisent? Eh bien, les chercheurs se sont demandé exactement ça et voici le résultat. Donc, c'est possible de s'en sortir pas trop mal. Tout a l'air de se stabiliser au début du 21e siècle, même si on voit que les ressources diminuent encore avec ce mode de vie. Mais attention, là on parle de changements de mode de vie qui sont énormes, avec des lois sur les niveaux de pollution bien sûr, mais aussi un modèle économique complètement différent, et notamment une limitation de la production industrielle et du nombre de naissances. Autant le dire tout de suite, pour la grande majorité de la population, ces changements seraient insupportables. Mais c'est insupportable enfin votre attitude! Bon, et une dernière mauvaise nouvelle pour la route. Ce graphe qu'on vient de voir, c'est l'évolution s'il y a un fort changement mondial dès 1970. Mais si on a du retard et qu'on prend les mêmes mesures mais seulement en l'an 2000, on obtient ça. C'est-à-dire que les ressources baissent et le niveau de vie par habitant baisse lui aussi. Et donc le monde ne se stabilise pas immédiatement. Au contraire, on passe par un pic pour l'industrie et la production agricole, puis un déclin.
Oui, je sais, je suis désolé, c'est pas ma vidéo la plus joyeuse. Les chercheurs affirment d'ailleurs la chose suivante. Ces conclusions ont une telle portée et soulèvent tant de questions à approfondir que nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir. Comme vous pouvez vous en douter, dans les années qui ont suivi la publication, le rapport Meadows est extrêmement critiqué. Certains attaquent directement les résultats comme Matthew Simmons, acteur majeur de l'industrie pétrolière. La crainte de pénurie à l'approche de la fin du XXe siècle est devenue une mauvaise plaisanterie. Au lieu de pénurie, les 2 dernières décennies du XXe siècle ont été marquées par la surabondance. L'économiste Henry Wallich, lui, est d'accord sur le fait que la croissance ne peut pas se poursuivre indéfiniment dans un monde fini, mais il préfère un déclin naturel des courbes de la façon qu'on vient de voir, plutôt qu'une intervention politique pour éviter cet effondrement. Et enfin, d'autres critiquent les choix de modélisation, avec notamment le manque de découpage par région du monde. Et maintenant, on dispose de la puissance de calcul pour faire des modélisations beaucoup plus précises, et on se rend compte que la forme des courbes ne change pas. Et les auteurs l'expliquent d'ailleurs dans plusieurs rapports qu'ils ont sortis ensuite. Et il y a même une étude de 2008 de l'université de Melbourne qui compare l'évolution réelle à la modélisation, et on se rend compte qu'en fait, on suit le scénario principal. Certains critiques de l'époque se sont depuis ravisés, comme Matthew Simmons qu'on vient de citer, qui dit maintenant la chose suivante. Rétrospectivement, le Club de Rome s'est avéré avoir raison. Nous avons simplement gaspillé 30 années importantes en ignorant ce travail. Pour conclure, j'aimerais citer les auteurs. Nous espérons que ce rapport servira à intéresser d'autres personnes dans de nombreux domaines d'études et de nombreux pays du monde, à élever l'horizon spatial et temporel de leurs préoccupations et à se joindre à nous pour comprendre et préparer une période de grande transition. Si ça vous intéresse, le rapport est disponible en PDF gratuitement, je vous le mets en description. Vous pouvez aussi voir la vidéo d'Eureka sur le sujet. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez comme d'habitude leur lien en description avec toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Essayons de faire en sorte de tordre le cou aux courbes et à bientôt sur YouTube et sur Instagram.